Donc, le fichier Les brushes sur le web. Donc, vous cliquez sur l'hyperlien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme brush qu'on pourrait télécharger ici? Alors, il faut des brushes qui sont noires. Hein. Ne prenez pas des brushes... bon, des brushes en couleur, ça peut fonctionner. Mais après, pour changer la couleur, c'est pas évident. Voilà, moi je commencerai par celle-là qui est la plus allongée parmi celles qui sont proposées. Hein. Vous la voyez? Voilà. Alors, téléchargement. Ah, il vous demande de passer premium ou quoi, ou free download. Bon, essayons un free download. OK. Voilà. Vous avez réussi à télécharger le zip. OK, vous dézippez donc en double-cliquant sur lui, puisqu'on est sur un Mac. Sinon, sur un PC, ce serait un clic droit, extraire. OK, on a un dossier. Qui ne contient rien, apparemment. Vous voyez quelque chose dans le dossier, vous? Si, oui, oui, ça va. Mon Mac est un peu lent, là, pour montrer les choses. On voit EPS et JPEG, en effet. Bien. Bon, ben, on va démarrer de la JPEG. On imagine que vous avez trouvé une brush qui vous intéresse, mais elle est disponible que sous forme pixel, donc JPEG, par exemple, ou vous l'avez fait vous-même sur du papier, vous avez photographié. Eh bien, on va voir comment l'utiliser. Bon, sinon, si vous n'avez pas réussi à télécharger par le site, dans exemple... Oui. Non, elle n'y est pas, mais on en a des similaires. Bon, il faut essayer de télécharger, en fait. Hein. Sinon, elle est là, oui. Dans exemple 2, dans dossier brush, vous avez ceci. Ça a l'air d'être la même. Non, c'est pas la même. Bon, c'est juste un exemple parmi énormément d'autres. Hein. Donc, ce document, JPEG, si vous le déplacez vers l'icône de Illustrator, ça s'ouvre. Donc, quand vous déplacez une image pixel sur Illustrator, il vous crée un document spécialement pour voir cette image. Normalement, c'est très mauvais de faire comme ça parce que toutes les palettes sont vides. Si vous remarquez, palette forme, c'est vide. Palette symbole, c'est vide. Palette nuancier, c'est vide. Mais oui, parce qu'il n'a pas démarré d'un document de départ. Donc, il aurait mieux valu importer l'image dans un document qui est correct avec tout ce qu'il faut. Mais on peut quand même travailler là-dedans. Ça va quand même fonctionner. Mais juste savoir que déplacer une image pixel vers l'icône de l'application Illustrator va vous créer un document assez pauvre qui ne contient pas grand-chose, en fait. Donc, l'idée, c'est de transformer ces pixels en vecteurs. Hein, c'est bien des pixels. Si on zoome, on voit bien que ce sont des pixels. De transformer ces pixels en vecteurs pour en faire une brush. OK, ici, c'est un peu confus parce que j'ai une image horizontale qui
se voit sur un plan de travail vertical. Donc, soit je diminue l'image pour qu'elle tienne dans le plan, mais moi, je vous conseille plutôt, systématiquement, plutôt d'agrandir les plans de travail. Donc, activez l'outil plan de travail. Vous avez la même chose que moi, j'imagine. L'image qui déborde. OK, donc outil plan de travail, voilà. On peut agrandir. Ce sera plus clair comme ça. Alors, la vectorisation. Ben, il faut que l'image soit sélectionnée avec la flèche noire. Et puis, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser le bouton qui est là au coin. Vous pouvez tester si vous voulez, mais moi, je vais aller directement dans la grande palette de vectorisation, au menu fenêtre, vectorisation de l'image. Donc là, je vais tout avoir pour faire de la vectorisation. On coche le bouton vectoriser. Ah, il dit que ça risque d'être un peu lent par rapport à la taille de l'image. On va quand même cliquer sur OK. Et voilà. Donc là, si je zoome, je vois que ce sont des vecteurs. Il n'y a plus les pixels de tout à l'heure. L'image est toujours là derrière, bien sûr. Si on enfonce le bouton ici sur l'œil, on va voir l'image source. Donc, vous voyez l'image qui est là derrière, que vous êtes en train de vectoriser. OK, ça paraît clair que... Voilà. Mais vous connaissiez, vous utilisez souvent, j'imagine déjà, la vectorisation. Il n'y a pas de... Alors, étant donné qu'on a affaire à une image qui est très contrastée, le seuil ne va pas servir à grand-chose dans ce cas-ci. On va l'utiliser plus tard, vous allez voir, quand on vectorise des choses qui ont des nuances. Donc, je vais le laisser plutôt vers le centre, là, voilà. Ici, les paramètres avancés ne vont pas vraiment nous servir non plus pour contrôler les angles de la vectorisation et la précision. Je pense que la broche vectorisée est assez bien fidèle à ce que c'était sur le papier. Bon, ben on peut finaliser la vectorisation du coup. Là, je vais déployer les paramètres avancés. Parce que moi, On a l'œil ici pour voir l'image source, en fait. oui, mais par défaut, je ne mets pas de personnaliser, de pas une chose. Alors, tu es bien dans le panneau vectorisation. Tu n'as pas le perso... Oui, c'est parce que j'ai été modifié un peu le seuil, sans doute que ça s'est mis en personnalisé. OK. Bien, on va dans un mango, c'est une chose. Donc, c'est une chose. Tu changes quoi et ça ne change pas? Ah, non, c'est que j'ai pas de vectorisation déjà, on a perdu la culture. Oui. Parfois, ça ne veut pas vectoriser. Le bouton vectoriser ne fonctionne pas. À ce moment-là, on clique à côté de l'image, on reclique sur l'image, et là, il est accessible. C'est parce que parfois, donc, l'illustrateur ne voit pas qu'il y a une image, il faut lui indiquer en cliquant à côté de l'image, en recliquant dessus, puis cliquer sur le bouton vectoriser. Donc, on va finaliser la vectorisation, parce que pour l'instant, ce n'est pas des vecteurs. Si je fais commande Y, enfin, si, c'est des vecteurs, mais ce n'est pas utilisable. Si je fais commande Y, on voit que seulement qu'il y a une image à cet endroit-là. Il n'y a pas les vecteurs qui apparaissent avec tous les détails de la broche. Donc, objet, vectorisation, décomposé. Menu objet, vectorisation, décomposé. Et voilà les vecteurs. Commande Y, on les voit. Commande Y, vous le voyez. Les vecteurs, vous les voyez. Bien. Avec la flèche, si je clique à côté et puis que je reclique dessus, on voit qu'on a affaire à un groupe. En fait, dans la palette des calques, la décomposition, la vectorisation nous a fait un groupe. Donc, c'est logique qu'avec la flèche noire, quand je sélectionne n'importe lequel de ces vecteurs, tout se sélectionne.
Moi, j'aimerais bien quand même supprimer le cadre, le grand cadre là, qui est les limites d'origine de l'image. Donc, pour ça, je vais utiliser... Il y a plusieurs solutions, bien sûr, mais vous avez ici, derrière la flèche blanche, vous avez l'outil de sélection directe progressive qui sert à manipuler les choses qui se trouvent dans un groupe. Et donc, avec ça, je vais pouvoir cliquer à côté, puis cliquer sur le cadre. Il n'y a que lui qui est sélectionné. Et touche suppression. Et voilà. Donc ça, vous connaissiez pour manipuler des objets qui font partie d'un groupe. Je suis né. Tu faisais comment? Tu dégroupais pour... Mince alors. Ah non, Par un c'est ça. ça ne va pas, ça. Les tips. Voilà, commande Y. C'est bien la broche que je veux envoyer dans la palette des formes. Donc, il vous faut la palette des formes. Et on va la déplacer avec la flèche noire vers la palette des formes. Et là, on va indiquer qu'on veut faire une forme artistique. OK. Le sens de création de la broche est bon. À la fin, là, c'est quand on soulève le pinceau du papier, en fait. Hein. Il reste quelques poils qui terminent la broche comme ça, en fait. Hein. Et ça, c'est le début du trait de pinceau. OK. Et voilà, on clique à côté et pour désélectionner, et on a notre broche qui est utilisable. Au pinceau, on peut tester. Voilà. Alors, la broche, on peut la dupliquer. La broche d'origine, je veux dire. Avec la touche, vous la sélectionnez. Oui, elle est toujours dans un groupe. Hein. On a juste enlevé le rectangle du groupe, mais le reste des traits est toujours dans un groupe. Donc, si on sélectionne avec la flèche noire, on clique n'importe où, ça sélectionne tout. OK, on va dupliquer ça avec la touche Alt. On déplace avec la touche Alt enfoncée, la touche Option. On a fait une copie, donc... Et on va pouvoir changer la couleur. Quand tu oublies ta copie pour les acteurs. Disons que moi, je suis toujours prudent. Je préfère travailler sur des copies. Je vous montrerai une vidéo avec un pro qui travaille dans Illustrator et vous allez voir qu'on travaille beaucoup sur des copies. Voilà, couleur de fond. Donc, case de fond à l'avant-plan. OK, on va exceptionnellement, vu qu'on est dans un document qui n'a pas grand-chose dans les palettes, double-cliquer sur la case de fond. Voilà. Et choisir la couleur avec le sélecteur de couleur, avec le bouton T enclenché. C'est la teinte ici, dans la réglette verticale. Et dans le grand carré, vous avez la luminosité et la saturation. Donc, vous pouvez choisir une couleur. Il nous a fait d'office tout seul un document RVB parce que l'image est RVB. Donc, vous avez accès à des couleurs bien vives. Si vous le voulez. Voilà, donc ce qu'on va voir ici, c'est qu'il est tout à fait possible de préparer des brushes avec différentes couleurs. Voilà, si vous voulez, vous pouvez essayer de dupliquer à nouveau. Alors, elle est fort grande, on ne l'a pas redimensionnée avant de l'amener dans la palette des formes, on ne l'a pas transformée avec l'outil transformation. Et donc, du coup, la broche, elle est très, très grande, en fait, par rapport au format A4 d'origine, vous avez vu. Hein.
Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez à nouveau, si vous voulez, faire une broche artistique. Voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez avoir comme ça la même broche avec différentes couleurs déjà prêtes. Donc, rien n'est sélectionné, j'active le pinceau, je peux tester l'une ou l'autre de ces brushes. C'est très sympa. Voilà. Bon, il n'est pas interdit d'enregistrer le document pour éviter de perdre, hein. Donnez nom que vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Et donc, si vous prenez le pinceau, vous allez remarquer qu'elles sont vraiment très grandes, en fait, les brushes. OK. Donc, ce qu'on va aller faire, ben allez-y, faites des traits, là, comme ça, voilà, au pinceau. Comme ça, vous vérifiez qu'elles fonctionnent bien. Mais si on les veut plus petites, ben on va changer ça. Donc, vous allez pouvoir double-cliquer sur la broche. Et dans ces options ici, vous allez pouvoir modifier la largeur. Alors, avec le curseur, c'est bien. Et vous avez la case aperçue, puisqu'il y a des brushes, il y a déjà sur le plan de travail une brush, ben cette brush-là est utilisée, en fait. Voilà, et vous voyez directement ce que ça donne par rapport au format A4. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez comme valeur. C'est bon. Donc, il faut absolument cocher la case aperçue pour voir derrière ce que ça donne et bouger la boîte parce que sinon ça vient devant et on ne voit rien du tout. Et quand on fait Alors oui, il y a quelque chose de particulier. Quand on clique sur OK, il demande, tiens, cette brush que tu viens de modifier là dans sa palette des options, elle est utilisée dans le document. Est-ce que dans le document, ces modifications doivent être répercutées? Est-ce qu'on doit voir ce qui vient d'être fait? Mais dans ce cas-là, on indique appliquer au contour, oui. Et si on voulait garder les contours épais, on ferait laisser les contours. Je vous dis, la plupart du temps, on va appliquer au contour quand même, hein. C'est le but, hein. C'est plus simple, c'est plus facile de s'y retrouver. Appliquer au contour, voilà. On va faire la même chose avec la suivante. Voilà, case aperçue, voilà, OK, appliquer au contour, suivante, voilà, appliquer au contour, et voilà. Vous voyez un peu comment ça fonctionne les brushes artistiques, du coup. Donc, testez, vous voyez que c'est les bonnes épaisseurs que vous avez choisies. Donc, pour modifier la dimension, la largeur de la brush, on a double-cliqué. Il n'y avait même pas besoin qu'il y ait une brush sélectionnée, un trait sélectionné sur le plan de travail. On a double-cliqué et on a été modifié ici la largeur. Bon, maintenant, n'empêche qu'on peut aussi utiliser, en plus de ça, l'épaisseur du contour. Bon, je vais l'utiliser par la barre contrôle. Si vous sélectionnez une ou plusieurs des brushes, par exemple ici, clic avec la flèche noire, majuscule clic, voilà.
majuscule clic. Donc, tout ça pour montrer qu'on peut en sélectionner plus qu'une, évidemment. Eh bien, ici, vous allez pouvoir modifier l'épaisseur du contour. Vous pouvez considérer que ça veut dire 100%. Un point, c'est 100%. Si vous mettez 0,5, vous diminuez à 50% la taille de la brush. 0,25, voilà. Et bien sûr, on peut taper aussi ce qu'on veut. 0,08 par exemple. Touche tabulation sur le clavier pour valider. Et voilà. 0,18, touche tabulation du clavier. Et ça marche. Donc, touche tabulation, toujours pour valider ce qu'on met dans les cartouches. La touche tab. Voilà. Ça marche. Vous avez vu le principe. Donc, c'est ça ça peut être un peu compliqué à comprendre quand on fait une illustration, c'est que la brush, on modifie sa dimension de deux manières, hein, par les options, mais aussi par l'épaisseur du trait. Oui, c'est pas comme dans Photoshop où c'est les Dans Photoshop, c'est différent, c'est directement en pixels l'épaisseur de la brush, mais ici, voilà. Mais c'est très intéressant de pouvoir avoir la même brush de la palette des formes, mais qu'elle apparaisse avec des épaisseurs différentes. Et donc ça, c'est l'épaisseur du trait. Donc on peut considérer que régler l'épaisseur ici dans la palette des formes, on adapte la brush au format de papier qu'on a, à peu près. C'est ça que ça fait, hein, quand on joue là-dessus, c'est adapter la brush pour qu'elle soit ni trop petite ni trop grande par rapport à notre format. Et après, l'épaisseur, là, c'est vraiment dessiner, faire des dessins avec différentes épaisseurs de brush. OK. La différence, c'est que quand on passe par la palette, Oui, c'est ça. Si je vais dans la palette ici et qu'on modifie avec la case aperçue, ça modifie tous, en fait. Oui. Voilà. Ça se combine avec les épaisseurs de traits. Ouais. Ça peut être très intéressant. Ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement au départ besoin que les traits soient avec la bonne épaisseur. C'est modifiable. C'est l'intérêt du vecteur, hein, c'est que c'est modifiable. On peut faire différentes versions d'une illustration, faire des tests, différentes brushes, différentes épaisseurs. Voilà, appliquer au contour. Voilà. Ouais. C'est le but, c'était de modifier. Ça va? Accrochez-vous, hein, parce que pour l'instant, c'est simple. OK, j'ai cliqué à côté de tout avec la flèche noire. Rien n'est sélectionné. Et maintenant, je vais aller dupliquer la brush noire ici. Voilà. Je la duplique. OK. Alors, laquelle c'est l'original, laquelle c'est la copie, il faut survoler. Les infobulles vous l'indiquent. On a aussi la possibilité d'afficher le contenu de la palette des formes sous forme de liste, et donc on verra les noms forcément à ce moment-là. Mais sinon, l'infobulle, ça marche aussi. Affichage, il faut que je les retrouve. Affichage par vignette, voilà. OK. Ben, sélectionnez cette broche-là, encadrez-la, la copie. Voyez ici que c'est du noir dans la palette des outils. La case contour est bien dans l'avant-plan chez vous? OK. Dans la palette contour, vous allez pouvoir choisir une autre couleur. Bon, j'ai choisi du rose ici. Si je dessine au pinceau, c'est du noir. Donc c'est ennuyeux, ça. Je veux dessiner avec une autre couleur. Pas nécessairement celle que j'ai prévue là, mais d'autres couleurs, n'importe laquelle que je mets dans la palette ici, à la case contour. Eh bien, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, il faut aller modifier les options de la brush pour qu'elles tiennent compte de la couleur qu'on a mise ici dans la case contour. Donc, vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush.
Et ici, colorisation, vous choisissez teinte. OK. Appliquer au contour. Et là, n'importe quelle couleur que je choisis dans le nuancier, je peux dessiner avec. Voilà. On peut aussi modifier l'épaisseur avant de dessiner. Et voilà. Alors moi, toutes mes brushes ont un contour jaune. Elles sont toutes en technique. Ah, toutes tes brushes ont un contour rouge. C'est peut-être que d'origine, dans l'autre document, là, elles n'auraient pas un contour rouge. Euh, Je vais venir voir. Tu utilises bien le pinceau. voilà, l'interrogation. Oui. Donc, deux manières de faire des brushes avec les couleurs déjà prévues au départ, non modifiables, ou alors une brush dont on peut modifier la couleur comme on veut. Parce que dans ces options, on a été l'enclencher en mode teinte au lieu de sang. Les brushes que vous utilisez comme ça pour dessiner avec n'importe quelle couleur que vous choisissez, il faut absolument qu'elle soit noire. Il faut absolument qu'elle soit noire parce que si elle était pas noire, il va se passer un truc bizarre. Hein? Un mélange de Sinon, ça ne va pas vous permettre de mettre la couleur à 100%. Je vous montre. Regardez, si au lieu d'avoir démarré de la noire, j'avais démarré de la bleue, par exemple, ou de la brune, là, voilà, je vais prendre la bleue, je la duplique. Voilà, la copie, elle est là. Je double-clique sur elle. Je la fais passer en mode teinte. OK. Et je vais dessiner avec. Je vais mettre l'orangé ici, avec cette broche, au pinceau. Et voilà. Ah oui, hein, il ne saura jamais mettre les couleurs saturées à 100%. Ce sera toujours une version affadie parce que la broche n'est pas noire. Donc, voilà. Les brushes auxquelles vous voulez pouvoir donner n'importe quelle couleur doivent être noires. Bon, donc ça, c'était le premier cas de figure. On a vectorisé une image et on s'en est servi en tant que brush. Et c'était une image juste du noir sur fond blanc. C'était comme un trait d'encre sur le papier. Donc, même vous, vous pourriez faire ça avec n'importe quoi, hein. Vous allez dans votre garage, vous trouvez une tache d'huile sur le sol, vous la photographiez, vous en faites une brush, n'importe quoi. Il suffit de faire un traitement dans Photoshop pour bien contraster les choses avant la vectorisation, peut-être. Ceci dit, ouais, si vous vectorisez en noir et blanc, même si ce n'est pas contrasté, ça devrait faire du noir et blanc. Bon, quoi qu'il en soit, on testera avec autre chose. Vous avez toujours votre document texte. On va aller au dernier lien, Vector Portal. On va aller voir la grunge brush. On va voir ça, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des brushes grunge. Ah, c'est celle-là, voilà. Et ça, normalement, elles sont déjà utilisables directement. Donc vraiment, d'un site à l'autre, vous allez avoir soit des images pixels qu'il va falloir vectoriser et transformer en brush, ou alors vous allez voir un document Illustrator directement utilisable. Alors, je télécharge. OK, télécharge. Dans jour 1 après-midi, il faut avoir de l'ordre. Il faut avoir de l'ordre, sinon on ne s'y retrouve pas.
OK, elle est là. Je dézippe. Et voilà, il n'y a pas d'image JPEG. C'est un fichier Illustrator. Oui, il y a une petite... sur la licence, il y a quelque chose, il y a l'URL, mais ça, c'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous déplacez ça sur l'icône de Illustrator et ça devrait ouvrir le document. Commande Y, il n'y a rien dans ce document. Tout est dans la palette des formes déjà. Voilà. Parfois, il y aura quelque chose. Parfois, il y aura des objets qui utilisent les brushes qui sont dans la palette des formes. Vraiment, d'un site à l'autre, ils préparent les choses différemment. Il y a tellement de sites, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Donc, c'est super important de comprendre qu'il y a énormément de ressources disponibles sur le web, faites par des gens qui ne sont pas Adobe. En plus de ça, vous avez... Ah oui, c'était une URL foireuse. Un URL qui est fourni là, c'est un piège apparemment. Oui, ça me menait vers des publicités. Ben oui, c'est le but aussi. Hein. S'il y a des choses gratuites, c'est aussi pour ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a énormément de choses qui sont sur le web et qui ne sont pas faites nécessairement par Adobe. Et en plus, vous avez tout ce qui est bibliothèque Adobe avec leurs propres choses. Donc, les sites web, des assets Adobe, où ils vous fournissent aussi plus ou moins gratuits ou payants, voilà, des choses. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation de tout ce qui est là gratuit sur le web? Ben, il y a une licence ici qui va peut-être me dire que je dois faire un Creative Commons attribution, c'est-à-dire que dans les travaux que je fais et qui utilisent ça, je dois préciser d'où ça vient. OK. Vous pouvez l'utiliser pour un usage personnel ou commercial. Ça, c'est bien. Redistribuer avec un lien vers le site directement. OK. Faire des travaux dérivés, modifier la brush, donc. On ne peut pas la revendre, la redistribuer sans faire référence au site d'origine. Oui, en faire des fichiers vecteurs ou PSD et les redistribuer comme si c'est nous qui l'avions faite, la brush. Voilà. Mais apparemment, là, il ne faut même pas préciser quel est l'auteur de la brush. Mais à chaque fois, il y aura des conditions d'utilisation à aller voir sur chaque site. Voilà. Je pense que pour la brush précédente, il y avait... il fallait citer l'auteur, en fait, je pense. C'est bon. Pour la première. Oui, c'est ça. Pour la première qu'on a vectorisée, l'image qu'on a vectorisée, il faut indiquer d'où ça vient. Quel est l'auteur ou quel est le site d'où ça vient. rawpixel.com, voilà, c'est ça. Donc, si j'utilise cette brush-là, il faut normalement que j'indique quelque part dans le document que la brush vient de rawpixel.com, puisqu'il est indiqué attribution nécessaire. Comment faire l'attribution? Ils vont mettre même un petit tutoriel apparemment pour vous dire comment on fait pour citer, voilà. Avec un lien vers FreePic, apparemment. Un lien vers la page. Oui, il faut faire gaffe, mais il y a peu de chances que pour un document local, régional, ils viennent vous ennuyer avec ça. Déjà, c'est une brush, quoi. C'est pas comme si c'était une image, quoi.
Mais bon. Donc, vous avez réussi à ouvrir le document. Si je veux pouvoir transférer ça vers d'autres documents, il faudrait que je fasse des traits avec chacune de ces brushes. Enfin, toutes celles qui m'intéressent, en tout cas. Tiens, elle est en 3 versions. Pourquoi? Ah oui, elles sont différentes quand même. OK. Donc, il faudrait que je fasse des traits comme ça au pinceau, que je les sélectionne et que je les copie-colle vers le document où je vais les récupérer. Là, ça vaudrait peut-être la peine, je viens de supprimer les traits, de faire par le système de la bibliothèque, vu qu'il y en a plein. Pourquoi pas? Vous voyez votre palette des formes avec toutes les brushes. Vous allez en bas à gauche de la palette forme, sur l'icône avec les classeurs, donc ici, et vous allez dans enregistrer les formes. Voilà, enregistrer les formes. Et là, ça vous amène vers un dossier forme. Vous le voyez? Donc, si je clique là, j'ai tout le chemin. C'est dans le dossier FR qui se trouve dans Illustrator 28, dans le dossier Adobe, dans Support aux applications, dans les bibliothèques de mon ordinateur, dans mon utilisateur d'ordinateur qui s'appelle comme ça, sur l'ordinateur qui s'appelle comme ça. Enfin, voilà, vous voyez? Donc, on enregistre là. On ne va pas commencer à changer le dossier. On enregistre le fichier Illustrator qui est proposé là. Voilà. Et maintenant, si je vais dans un autre document, comme celui-là, si je vais au même endroit, dans le bas de la palette des formes à gauche, jusqu'à utilisateur, je ne l'ai pas retrouvé, parce qu'il faudrait peut-être relancer le truc. En principe, c'était là que ça aurait dû se trouver. Moi, je peux. Vous l'avez, vous? OK. Non, c'est. Mais par contre, toi, ça a marché. OK. Je vais peut-être enregistrer le document ici et OK. On va voir, c'est peut-être parce que j'ai... Ouais, on va l'enregistrer, on va voir ce que ça dit. Bon, il veut pas chez moi, je vais quitter Illustrator et donc je vais quitter Illustrator et le relancer. On va voir s'il tient compte de la bibliothèque. C'est pas que j'ai séparé de là, c'est d'accord, les balettes. C'est mieux. Ouais, je l'ai maintenant. C'est bête, hein? Il l'a pas fait tout de suite. En relançant Illustrator, j'ai cette palette accessible au départ de n'importe quel document. Voilà. Pourquoi pas? Les deux méthodes sont bonnes. Si vous avez des palettes avec beaucoup de formes dedans, ça vaut la peine de procéder comme ça. C'est on utilise souvent les mêmes. Oui, si vous utilisez souvent les mêmes aussi, oui. Et pourquoi utiliser ça aussi? Donc, il a fallu, chez certaines parmi vous, quitter Illustrator. Vous avez quitté Illustrator, c'est ça pour que ça marche? Ou il a fallu attendre juste? Moi, le test de faire enquête. Ah oui? C'est un qui Ah, vous avez deux. Oui, c'est peut-être, voilà, vous avez deux utilisateurs. Pourquoi? C'est configuration particulière ici. Donc, moi, j'ai dû quitter Illustrator, relancer, et c'était visible. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter de manière définitive toutes ces brushes de cette palette à la palette forme. Clic, majuscule clic, d'accord, comme dans une liste de fichiers pour activer tout. Clic, majuscule clic, et puis demander ajouter aux formes. Et voilà, toutes les formes ont été ajoutées à la palette forme. Donc, il n'y a même plus besoin d'aller dans le bas à gauche rechercher cette palette spéciale. J'ai fait clic, majuscule clic, et j'ai demandé dans le menu ici ajouter aux formes.
Voilà. Et donc, c'est là en permanence. Si je veux que ce soit dans tous les documents nouveaux que je crée, je dois refaire un template au départ de ceci, à AIT, comme on a fait tout à l'heure, un document de départ. Ça me paraît logique? Peut-être. Vous avez fait des traits qui se superposent? Peut-être. Des traits de couleur qui se superposent? Parfait. Vous pouvez faire commande A, donc ça correspond à édition, tout sélectionné. Où est-ce qu'il est? Non, sélection, tout sélectionné. Sélection, tout. Voilà, sélection, tout. Commande A sur le Mac, contrôle A sur le PC, donc tout est sélectionné. Et on va aller chercher la palette de transparence parce qu'on va tenter de faire des transparences entre les couleurs. Parce que pour l'instant, c'est comme de la gouache. Ça se recouvre, c'est recouvrant. Ça ne se mélange pas. Mais si je voulais que ce soit comme de la, ce qu'on appelle ça, de l'écoline, de l'aquarelle, je peux tenter ça. Menu fenêtre, transparence. Bon, ceci dit, vous avez ça aussi dans la barre contrôle du dessus, mais on va aller chercher la palette de transparence. Menu fenêtre, transparence. Et ne cliquez surtout pas sur créer masque parce que ça nous ennuierait. Voilà, vous allez modifier le mode de fusion. Mélanger les couleurs entre elles. Si on est en mode produit au lieu de normal, c'est comme des marqueurs. Ça change de couleur aussi. Ça change de couleur? Oui. Oui, par rapport au gris qui est en dessous, en fait. Maintenant, il faudrait voir si on enlève dans la palette des calques le calque gris pour vraiment voir. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Sans le fond gris et avec un plan de travail blanc qui passe derrière. Ouais. Et donc, produit. Bah oui, c'est ça, c'est bêtement ça. Il faut que le fond gris ne soit pas là dans ce cas-là. Normal, produit. Vous pouvez tester autre chose si vous voulez. Une fois que vous avez changé de normal à quelque chose, avec la roulette de la souris, vous pouvez passer au-dessus et ça passe en revue les modes de fusion. Ça peut être très sympa. Il y a une part de hasard. Ok, mode produit, c'est pas mal. On aurait pu le faire seulement sur une partie des brushes, évidemment. Ça se fait sur n'importe quel objet, cette gestion de la transparence du mode de fusion. Donc tout ça, c'est des calculs entre les couleurs du dessus et les couleurs d'en dessous, en fait. C'est des calculs mathématiques entre la couleur de l'objet du dessus et la couleur de l'objet d'en dessous. Bon, ben, puisque vous avez posé la question sur le texte, est-il possible de mettre des brushes sur du texte? Eh bien, on va voir ça. Vous pouvez rester dans le même document, puisqu'il a déjà plein de brushes normalement. Alors, des brushes, il y en a qui sont inclus aussi dans Illustrator. Vous avez déjà vu ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Si vous allez en bas à gauche de la palette forme, vous allez sur artistique. Elle peut commencer par artistique aquarelle.
Donc, c'est une palette qui s'ouvre à part et on peut l'agrandir, voilà. Bon, ici, je vais carrément, avec l'outil plan de travail, refaire un nouveau plan de travail à côté du premier et continuer là-dessus. Donc, sans grande surprise, aquarelle ici, vous n'arriverez jamais à mettre une couleur vive telle que vous la voyez dans le nuancier où vous la créez. Ça ne marchera pas. On est d'accord. Parce qu'elles sont grises, elles ne sont pas noires. OK. Donc ça, c'est les aquarelles qui sont prévues visiblement pour travailler en plus petit. OK. Vous voyez ce que ça donne quand on les superpose? Les brushes aquarelles. Bon, il ne faut pas hésiter aussi à modifier l'épaisseur si vous voulez, hein. Donc, c'est pas terrible. Mais enfin, c'est du vectoriel. On peut bouger, on peut modifier la forme de plein de manières différentes. C'est ça l'intérêt, hein, par rapport à Photoshop. Et alors, on peut faire quelque chose qui a été fait tout à l'heure. C'est sélectionner ces formes-là, je les englobe, et avec la palette, je les englobe avec la flèche noire. Hein. Voilà. Et avec la palette transparence qui est quelque part ici, elle était là sous mes yeux, une fenêtre transparence, faire passer en mode produit au lieu de normal, et alors on a les transparences de l'aquarelle. Voilà. Au lieu de normal, on choisit produit, c'est quand même mieux pour les brushes aquarelles. Bon, vous avez vu que en bas à gauche de la palette forme, dans artistique, il y a plein d'autres palettes. Mais une fois que je suis dans aquarelle, je peux aussi accéder à ces palettes avec la petite flèche ici. Ça sert à naviguer dans le menu. Saviez ça? Non. Comme ça, on passe rapidement d'une palette à l'autre sans devoir retourner dans le menu. Donc voilà, vous avez quelques brushes artistiques avec des choses particulières, des peignes. Ouais. Des taches. Voilà. Celles qui sont noires, vous allez pouvoir... Waouh. Celles qui sont noires, vous allez pouvoir bien sûr appliquer la couleur à 100%. Il n'y aura pas de problème au niveau des taches. Taches, on a dit là, taches. Voilà. Donc la couleur s'applique à 100%, il n'y a pas de problème. Celles qui sont grises, vous ne pourrez pas appliquer à 100%. À un certain moment, vous arrivez sur les brushes de motifs, c'est plus des brushes artistiques. Des brushes de motifs, c'est caractéristique, vous avez ce qui doit aller le long de la brush, et puis vous avez aussi les coins. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des coins? Voilà, tout ça, c'est des brushes de motifs avec les coins qui sont prévus. Ça peut être sympa à faire. OK. Voilà, je voulais juste préciser pour ceux qui ne savaient pas qu'il existe aussi dans Illustrator des brushes, quelques bibliothèques, mais c'est vraiment très pauvre, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va faire du texte dans Illustrator, mais juste un mot ou deux. Donc, on ne va pas faire un bloc texte. Donc, je prends l'outil texte, je le positionne sur la page et je clique sans bouger la souris. Voilà. Et j'obtiens une ligne de texte, en fait. Hein.
D'accord? Donc, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas enfoncé et bougé, c'est un bloc texte, ça. Voilà. Non, ça, je supprime, je fais une ligne de texte. Et alors, vous allez taper le nom que vous voulez. Vous choisissez. OK. On est bon. On va aller dans la palette caractères pour aller chercher une autre police éventuellement. Donc, commande T, CTRL T ou menu fenêtre texte caractère. Et alors là, vous avez vos caractères installés. Il y a possibilité, bien sûr, aussi d'aller sur Typekit, sur Adobe Fonts, ça s'appelle maintenant, pour aller chercher d'autres polices. Voilà. Trouver davantage. Il faudra installer ça. Pas certain que ça fonctionne ici. Sur des licences spéciales éducation, parfois ça ne marche pas. Bon, il y a énormément à dire sur les caractères. Vous pouvez utiliser les Google Fonts. Et là, il faut les installer dans l'ordinateur une fois que vous les avez téléchargés. Elles sont valables. Les polices sur Dafont sont réputées pour ne pas être très valables, mais pourquoi pas. Donc, il y a des polices display, des polices pour faire des marques, des logos. Ça peut être intéressant. Vous voyez, énormément à dire sur les polices de caractère, bien sûr. On va avancer rapidement sur les polices ici. Vous avez votre ligne de texte sans problème. Ça peut être un mot ou deux. Hein. Ce que vous voulez, mais en tout cas pas une longue phrase, pas pour ce qu'on veut faire ici. Alors, modifier la taille du texte, on peut le faire bien sûr par la palette caractère, mais je vais le faire par l'outil transformation. Voilà, en enfonçant la touche Shift, ça marche très bien. Pour garder les proportions. Voilà. Donc, au départ d'une police existante, on peut faire des logotypes, on peut modifier la police et en faire un logo, dans ce qu'on appelle des logotypes. C'est tout à fait possible. Voilà quelques exemples vite fait de logotypes au hasard sur le web. J'ai tapé logotype dans Bing, évidemment. Et donc, ça peut être une police qui est modifiée. Pourquoi pas? On démarre une police et on la modifie. Bon, certaines marques ont fait leur propre police, bien sûr. Hein. Et donc, des logotypes. Et pour ça, l'idéal, c'est de vectoriser la police dans Illustrator par le menu, en sélectionnant la ligne, par le menu texte vectorisé. Mais on ne va pas le faire ici, on va garder la police modifiable. Je veux pouvoir modifier les caractères. On n'a pas besoin, pour pouvoir mettre des brushes sur la police, de la vectoriser. On va éviter de vectoriser quand on peut éviter. Alors, une des choses les plus importantes quand on fait de la police dans un logiciel Adobe, InDesign, Illustrator ou Photoshop, c'est le même moteur de police de caractère. Hein. C'est le même moteur typographique. C'est le moteur de InDesign qui a été mis dans Photoshop et dans Illustrator. Donc, au niveau qualité typographique, les trois logiciels sont équivalents. Une des choses les plus importantes, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui vous choque? Je vais peut-être un peu nettoyer ça. J'ai fait Shift tabulation pour me débarrasser de toutes les palettes.
sauf la palette des outils. Vous connaissez un Shift tabulation? Ah ben, c'est super important. Vous voulez profiter au maximum de votre écran, vous faites Shift Tab. Si vous faites juste Tab, ça enlève tout. Tab, ça revient, Tab, ça enlève. Mais majuscule Tab, ça enlève les palettes, mais pas la palette des outils et la palette du dessus. Ça fonctionne dans Photoshop et InDesign aussi. Non, je voulais vous dire, qu'est-ce qui vous choque quand vous voyez cette police? Il n'y a pas quelque chose de zarbi? L'espace. Oui, l'espace entre les caractères. Entre le S et le O, ça paraît fort important, oui. Donc voilà. Donc dans la palette caractères, et ça c'est valable pour les 3 logiciels, il faut absolument, à moins que vous ayez une très bonne raison de ne pas le faire, il faut faire ceci. Donc en ayant la ligne sélectionnée, pour quand même indiquer à Illustrator que je travaille là-dessus. Dans la palette caractères, vous avez ici l'approche. On est actuellement en métrique. C'est-à-dire, c'est une approche des espacements entre les caractères qui sont mathématiques. Mais on va lui demander quelque chose de mieux, c'est optique. Et vous allez voir que tout de suite, ça va changer. Voilà. Et donc là, alors c'est pas encore parfait, on peut encore modifier manuellement, mais en se mettant en optique, ça fait en sorte que chaque mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas vraiment de trou. Et ça n'empêche qu'à côté, vous pouvez aussi jouer sur l'approche globale, avec la touche Shift, si vous voulez, pour augmenter rapidement l'approche globale. Les deux se combinent, en fait. Hein. D'accord? Donc, optique, vraiment, chaque fois que vous faites du texte dans Illustrator, InDesign ou Photoshop, enclenchez ça. Et même sur des pages entières, dans un document de 300 pages InDesign avec des dizaines de milliers de caractères, vous appliquez optique, ça va améliorer. Pourquoi c'est pas mis neuf? Ah, c'est toujours la question, pourquoi c'est pas mis par défaut? Une bonne question. Je ne sais pas. Il faudrait se renseigner, tiens. Ben, vous me posez une question et je n'ai pas réponse à tout, et alors je demande à Bing ici, j'aurais pu demander à Google aussi, pour voir un peu s'il y a des forums où on en parle. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle le kerning, l'approche de paire. P-A-I-R-E, chaque paire de caractères, l'approche, donc l'espacement, le kerning. Donc, est-ce qu'il est possible de changer par défaut le kerning de métrique à optique dans InDesign, dans ce cas-ci? Oui, c'est ça. Il faut, c'est comme ça qu'InDesign fonctionne. S'il n'y a aucun document ouvert et que vous modifiez les choses dans InDesign, ce sera valable pour tous les documents suivants. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Mais ça n'explique pas pourquoi ça n'est pas enclenché d'office. Oui, apparemment, ils ne le disent pas. OK. Donc, s'il y a encore des modifications à apporter, c'est avec l'outil texte. On clique entre 2 caractères. On voit quelle est la valeur qu'InDesign a mise manuellement. C'est entre parenthèses, InDesign, pas InDesign, Illustrator. Illustrator a mis ça automatiquement quand on a demandé approche optique, plus combiné avec l'approche de groupe ici. Quand c'est entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est le logiciel qui a choisi cette valeur. Dès que je vais modifier, les parenthèses vont s'en aller. Voilà. Et là, avec la touche Shift, je peux éventuellement régler, rapprocher. Voilà, il faut le sentir. Je vais le faire entre le B et le R ici. Donc, c'est actuellement la valeur -11. Je vais aller modifier ça avec la touche Shift pour que ça aille plus vite, de 10 en 10. Voilà. Maintenant, on peut aussi augmenter voilà, augmenter, mais là, je vais réduire. C'est vraiment à l'œil. Donc, l'approche optique, c'est bien, mais c'est pas parfait. Pour des grands titres, ça vaut la peine d'y aller manuellement parfois.
super important, hein. Si vous avez affaire à un directeur artistique qui voit votre boulot, c'est une des choses auxquelles il va faire attention. Est-ce que les titres sont corrects au niveau des approches? Alors, j'imagine que vous connaissez, enfin peut-être pas. Ici, dans un navigateur web, je tape Curling Game. Vous avez un jeu sérieux, mais il ne va pas fonctionner dans Firefox. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je passe à un autre navigateur. Oui, il est foireux dans Firefox. Est-ce qu'en agrandissant... Non, c'est quand même foireux. Je vais essayer dans un autre navigateur web. Je vais essayer dans Chrome. Donc, c'est l'adresse... vous l'avez là, mais si vous tapez Curling Game, vous tombez directement dessus. Et donc, l'idée, c'est de jouer à trouver la bonne approche pour chaque mot qu'ils vont vous montrer. Vous connaissiez ça ou pas? Ça vous entraîne, en fait, hein. Il existe plein de jeux sur la typographie plus ou moins bons. Voilà, une fois qu'on a réglé, on fait Done et il vous dit votre pourcentage par rapport à ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est en bleu. Donc voilà, c'est pas évident. Il commence directement chez moi avec des mots assez longs, peut-être parce que je l'ai déjà utilisé avant. Essayez. Passez 3 minutes à regarder pour voir si vous arrivez. Alors parfois, il faut s'éloigner et plisser les yeux. Et alors, il y a aussi une astuce de typographe, c'est de régler l'approche comme ça. Enfin, comme je l'ai fait dans Illustrator en mettant le curseur texte entre deux caractères. C'est de le faire avec le mot à l'envers. Oui, c'est une astuce de typographe. Si on le fait avec le mot à l'envers, là, j'utilise l'outil transformation avec la touche Shift, voilà. Ça paraît-il que ça marche mieux parce que l'esprit est moins perturbé par la signification du mot et on peut mieux régler l'aspect graphique du mot. Et une fois que c'est fait, outil transformation avec la touche Shift, voilà, il est remis à l'endroit. Et donc ici, bien sûr, sur l'écran dans Curling Game, il n'y a pas de possibilité de retourner l'écran. Voilà. Donc ça, c'est un jeu très connu. C'est très, très connu dans plein de centres de formation ou d'écoles, on le montre parce qu'il est super chouette. Pour s'entraîner à régler les espaces entre les mots. Donc, les enseignes de magasins, par exemple, c'est super important que l'approche de pair soit bien réglée. Tous les magasins qui ont des marques comme ça, des logotypes, c'est réglé au millipoil. Et ça vient bien sûr de la tradition du lettering, le lettrage qui revient à la mode en fait, hein. Le lettrage pour faire des enseignes de magasins à l'ancienne. Tout ça, c'est super important. L'approche. Basique, quand on remonte les grands enseignes. Oui, alors il y a en effet les marques, les logos utilisent de plus en plus des polices basiques. Ça a été une tendance à un certain moment, il y a ça 2 ans à peu près, d'utiliser, de revenir, de transformer, de relooker les logos vers des choses très basiques en fait. C'est une tendance, voilà. Donc ça, c'est du lettering, du lettrage, du dessin. Alors ça peut être fait uniquement à la main, ça peut être fait partiellement sur ordinateur. Et donc, de plus en plus, comme on voit ici, sur les enseignes de magasins, ça revient à la mode. Il y en a qui font ça. Bon, évidemment, ça peut être du vinyle autocollant qui est collé, mais il y en a qui peignent directement les enseignes comme ça. Ça peut être intéressant. Ça, c'est certainement un mock-up. C'est pas, ça sent le mock-up, mais c'est pas grave. Voilà.
ce n'est qu'un éternel recommencement. Alors, à l'intérieur des entreprises, vous avez des gens qui font des murs d'inspiration, bien sûr, de ce genre-là, en lettering, à la main, c'est toujours mieux. Ah oui, c'est fait à la main. Regardez sur YouTube, vous allez voir des vidéos de gens qui font ça à la main. Bien sûr, on voit un qui est en train de faire ça à la main. Oui. Ça, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas encore trop de monde qui le fait, ça rapporte, si on est prêt à bouger pour aller chercher les clients, ça rapporte ça dans les entreprises. Le lettering. Apparemment, il y a une vidéo. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que l'approche de pair, c'est super important. Et avant, ça se faisait complètement manuellement. C'était vraiment le boulot du graphiste qui faisait les enseignes de magasins à l'ancienne, au pinceau, de faire une approche de pair correcte. Hein. Donc, ça date de bien avant l'infographie, évidemment. OK. OK. Donc, vous avez votre texte et vous voulez mettre une brèche dessus. Je vais faire ça sur une copie, comme ça on pourra faire plusieurs tests. Donc, j'ai bêtement déplacé avec la touche Alt enfoncée et la flèche noire. Donc, il faut démarrer d'un texte qui n'a aucune couleur de fond et de contour. Donc, la ligne est sélectionnée et on met aucune couleur de fond et de contour parce que ça, mettre les couleurs de fond et de contour sur du texte par la palette des outils, c'est l'ancienne méthode et c'est limité au niveau des possibilités. Donc, première étape, aucune couleur de fond et de contour. Ensuite, par la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, on va demander sur la ligne de base, c'est ça l'astuce, les couleurs qu'on vient d'enlever là dans la palette des outils, elles étaient sur les lettres. Mais les lettres, en fait, elles ne doivent pas avoir de couleur. On va mettre sur la ligne qui est actuellement sélectionnée de la couleur et ça va se répercuter sur le texte. Et pour faire ça, donc en ayant la ligne sélectionnée, on va dans le menu de la palette Aspect et on demande « Ajouter un nouveau feu ». Voilà. Et donc, on a l'impression qu'on a la même chose, mais ça permet de faire beaucoup plus. Vous allez pouvoir apprécier ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment d'avoir un fond, c'est d'avoir un contour. Donc, je vais mettre un contour. Je vais le mettre en rouge. Le noir, ici, le fond noir, je veux dire qu'il n'y en a pas. Voilà. J'aurais dû demander d'ajouter un nouveau contour pour l'exercice ici. Ça aurait été bien. Voilà. Voilà un contour rouge qui est sur la ligne, mais ça se répercute en fait sur le texte qui est sur la ligne. Alors, quand on voit la palette des outils, on a l'impression qu'on a mis la couleur rouge directement par là, mais non. Vous allez voir que c'est hyper puissant. Vous connaissez la palette Aspect? Non. 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 La palette Aspect, c'est vraiment une des palettes les plus importantes dans Illustrator. C'est une espèce de mini palette décalque pour chaque objet, palette décalque avec un fond, un contour, ou plusieurs contours, plusieurs fonds. C'est hyper puissant. Donc voilà, vous avez votre ligne qui est sélectionnée, vous avez votre contour rouge qui apparaît, enfin rouge ou une autre couleur, peu importe. Pas de fond pour l'instant. Eh bien, en ayant donc la ligne sélectionnée et spécifiquement le contour ici qui est sélectionné et qui est en surbrillance, vous voyez, ce n'est pas le fond, c'est le contour.
Vous allez maintenant dans la palette des formes, appliquer une des formes, de préférence pas une en couleur, parce que vous n'allez pas pouvoir choisir la couleur, alors hein, elle sera imposée par là. Voilà, là par exemple, voilà. Déjà rien que ça, c'est sympa, un peu cryptique. Si on ne sait pas ce que c'est, on a un peu de mal à lire, mais pourquoi pas? Als je aan het recomenderen. Ik vond het. Voilà, évidemment, moi j'ai ici un plan de travail qui est assez grand, hein. Fait quand même 142 non, non, il fait 142 centimètres, c'est ça. Non, ça c'est la position, excusez-moi. Il fait 108 centimètres sur 125, oui. Donc j'ai fait un plan de travail quand même assez grand. Parce que oui, en effet, si le plan de travail est petit, à 4, il va falloir, parce que la broche est très grande, jouer ici sur le contour et faire 0,1, par exemple, touche tabulation. Voilà, il va falloir modifier l'épaisseur du contour. 0,3, etc. Voilà. Donc, techniquement, ça marche. Vous avez la broche qui est sur le texte, on est d'accord? Et le texte est modifiable. OK? Mhm. Voilà. Le texte reste modifiable, la police aussi reste modifiable. D'où l'intérêt de ne pas vectoriser. Parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire: «Oui, vous devez vectoriser le texte». Ils vont sauter, très souvent sur, ce réflexe, vectoriser. Si on peut éviter, on évite. OK. Alors, il y a certaines polices où ça donne parfois quelque chose de bizarre. Comme ça, il y a des pointes. Oui. Ah, vous avez ça aussi? Voyons un peu dans la palette caractère, non, palette contour, qu'est-ce que je dis? La palette contour. Menu fenêtre, contour. Voilà. Ici, je suis passé l'angle là vers arrondi et ça règle le problème. Oui, ça peut arriver qu'avec certaines polices. OK. N'hésitez pas à dupliquer et tester différentes couleurs de la palette nuancier et différentes polices et différentes brushes. Ouais, n'hésitez pas. Ah oui, cette brush-là, par exemple, elle accepte pas la couleur, hein. Vous vous souvenez, hein? Mhm. Il faut que je double-clique sur elle et que je la fasse passer en mode de coloration teinte. Comme ça, je vais pouvoir mettre la couleur que je veux dessus. Ça va? Vous voyez? Non. Le texte dans Illustrator, c'est vraiment le logiciel graphique qui permet de faire énormément de choses sur le texte. Il y a énormément de choses à faire.
en fait, pour modifier, Oui, si on veut modifier la forme des lettres, il faut vectoriser. Il n'y a pas le choix. chain. OK, donc des broches que vous avez faites vous-même aussi, comme celle qu'on a faite tout à l'heure, mais ça va s'étendre sur tout le long de la lettre, ça va être bizarre, hein, les feuilles qu'on a fait tout à l'heure. OK, donc quelque chose d'important ici. Voilà, vous avez votre texte, pas de problème. C'est super important qu'il soit utilisable, que l'effet, là, soit utilisable à une taille normale. Donc, voilà comment on va faire. Vous allez faire un plan de travail format A4 à côté des autres, là. Vous prenez l'outil plan de travail et vous cliquez pour glisser, pour faire un plan de travail. Avec l'outil plan de travail, vous cliquez glisser. Ce plan de travail, vous allez indiquer qu'il a un format, et c'est ici, dans la barre contrôle, un format A4. Voilà. Ça marche? OK. Vous avez aussi le texte qui est beaucoup trop grand par rapport à la page? Oui. Non? OK. De toute façon, ça va marcher, l'explication ici va fonctionner. Je vais déplacer une copie. Là, voilà. OK. Alors, super important, mais vous connaissez sans doute déjà. Je vous montre. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Je sélectionne donc le texte ici et je vais le redimensionner pour qu'il soit à une taille normale par rapport à la page. Outil transformation. Je prends une poignée du coin. Je redimensionne comme ça. Voilà. Ou je le veux encore plus petit. Voyez quel est le problème? C'est ça qui m'a sorti de même pas. L'effet spécial ne se redimensionne pas. Le texte est plus petit. Si je fais commande Y, je le vois, le texte là. Ah, et je peux même le modifier. Hein. Voilà. OK, commande Y. Mais l'effet spécial ne s'est pas mis à jour. Donc, je vais aller en arrière, en fait. Hein. Voilà, au moment où le texte avait l'aspect qui me plaisait. Et alors, il y a quelque chose de super important dans Illustrator, c'est essentiel. Vous voyez ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse redimensionner ce texte à une taille normale par rapport à la 4 et qu'il garde cet aspect-là. Sur les paramètres des brèches, il y avait un truc pour calibrer les Ah oui? super peut-être. Il y a Là, dans les options, étirer entre les repères ou quoi? Mettre à l'échelle proportionnellement? Euh, Ouais, mais ça, non, c'est pas ça que je pensais. Non, quelque chose qui est super important dans Illustrator et qu'on travaille avec des brushes ou des contours normaux ou quoi, c'est ceci. Dans les réglages généraux, vous avez mettre à l'échelle les contours et les effets. OK, et si c'est coché, quand on redimensionne, les effets se redimensionnent aussi. Voilà. Donc mon texte a gardé le même aspect, mais il est plus petit sur la page A4, là, voilà. Donc c'est dans Illustrator Réglage général, il faut enclencher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on coche ou pas, mettre à l'échelle les contours et les effets. En fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. OK. Par exemple, je vous montre. Je vais prendre ici l'outil étoile. Et je vais l'utiliser basiquement, je ne vais pas enfoncer les touches pour obtenir des étoiles de formes différentes ou quoi. Voilà une première étoile.
OK. Allez-y, faites une étoile aussi. C'est très bien. Et on va transférer sur l'étoile le même effet que ce qu'on a sur le texte. Je voudrais avoir sur l'étoile la même chose que ce que j'ai sur le texte. La manière la plus simple, il y a plein de manières de faire, mais une manière simple, c'est de sélectionner la ligne de base du texte là, avec la flèche noire. Et dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique, on va aller stocker l'aspect avec le stitching plus ici. Voilà. Plus. Voilà. L'aspect est là. Donc, ça sert à stocker les aspects qu'on a mis au point dans la palette aspect. C'est ce qu'on a fait dans la palette aspect. Hein. Un contour avec une certaine épaisseur qui utilise une brush avec une certaine couleur. Donc, dans la palette style graphique, c'est stocké là. Il suffit que je sélectionne mon étoile et que je clique sur le style graphique ici. Et voilà, c'est appliqué. Bon, voilà, je vous montre. Si je duplique l'étoile et qu'avec l'outil de transformation, j'en fais une plus petite, bah, c'est sympa. J'en fais une plus grande. Tout ça est bien sympa pour faire des espèces de logos. On est d'accord? Vous voyez que la mise à échelle des contours et des effets est enclenchée, donc j'ai des contours d'épaisseur différentes. Par contre, au niveau cohérence graphique, c'est pas génial ça. Donc voilà un exemple où peut-être que j'ai intérêt à ne pas mettre à l'échelle les effets. Je vais vous remontrer ça en dupliquant tout ça, là en bas, voilà. Et en supprimant ces deux étoiles-là, je redémarre de celle-là, que je duplique là. Et dans les réglages généraux, je décoche mettre à l'échelle les contours et les effets. Ça veut dire que maintenant, si je fais cette étoile ici, plus petite que celle de gauche, les effets ne se sont pas redimensionnés. Et si je duplique avec la flèche noire et la touche Alt et pour en faire la plus grande, les effets ne se sont pas redimensionnés. J'ai sur tous les éléments ici la même épaisseur partout, malgré que j'ai fait des transformations pour faire une petite étoile et une grande. Vous voyez, par rapport à celle du dessus, où ça a été mis, les effets ont été mis à jour, c'est le résultat, et le résultat est différent. Au niveau cohérence graphique, celle du bas est plus intéressante. C'est un choix. Vous allez peut-être dire celle du haut, c'est mieux quand les étoiles ont des épaisseurs différentes. Enfin, voilà un exemple. C'est pour ça que ça répond à la question que vous ne m'avez pas posée. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Toujours cocher ça ou que ce soit jamais coché? Mais ça dépend de ce qu'on fait. On va le cocher ou pas en fonction de ce qu'on veut faire.